2 heures du matin au siège de la gendarmerie de Bordeaux. Le PSIG, le peloton d'intervention de la gendarmerie, se prépare pour une mission nocturne. Les hommes d'élite sont à la recherche d'un voleur d'une incroyable audace. Les gendarmes patrouillent à proximité du domicile du suspect qu'ils traquent dans l'espoir de l'interpeller. Tout à coup, un véhicule inconnu tente de fuir les gendarmes. Une course-poursuite s'engage jusqu'à une impasse. Oh le Vas-y, appelle les autres. Ouais, mais là, pour l'avoir maintenant. La situation dérape. Le conducteur a quitté sa voiture. Il est passé par-dessus un muret. Son véhicule est à l'arrêt. Restent les autres passagers. Les mains sur la tête. La tête en avant. Toi aussi, tête en avant. 2 individus côté passager. Faites quoi là? Je vois quoi là? La tension est à son maximum. Les gendarmes ne savent pas à qui ils ont affaire. Parce qu'il a vu que c'est pareil là. Est-ce le fameux voleur recherché ou un conducteur ivre? Nul ne le sait. Pour l'instant, un seul objectif, traquer le fuyard. Oh, le mec, il vient de s'arracher derrière là. La brigade d'élite pense pouvoir le localiser rapidement. Mais dans la nuit noire, même avec des projecteurs, c'est difficile. Les renforts arrivent. Cette fois-ci, les militaires vont poursuivre leur chasse dans les bois. Tu vas, vas-y, avec. Les passagers questionnés n'ont rien à dire sur le conducteur en fuite. Bouge pas les mecs. Tu attends. D'accord? La brigade d'élite s'interroge. Qui était vraiment au volant cette nuit-là? Les gendarmes ne vont pas tarder à l'apprendre. Non, non. C'est bien le voleur qu'ils traquaient qui vient de leur échapper. Gendarmes contre voleurs. Depuis plusieurs années en France, ce n'est plus un jeu d'enfants. En 2012, 350 000 cambriolages ont frappé l'Hexagone, soit 1 toutes les 90 secondes. La Gironde, avec sa métropole régionale, Bordeaux, n'est pas épargnée. Ici, comme dans d'autres départements, pavillons, appartements, résidences principales ou secondaires, commerces ou entrepôts se font régulièrement piller. Les consignes du premier flic de France ont été sans ambiguïté. Il ne faut plus rien laisser passer. Dans la région bordelaise, tout est fait pour lutter contre ce fléau. Hélicoptères pour quadriller le ciel, plongeurs pour sonder la moindre étendue d'eau, patrouilles pour pister les malfrats. Mais ce déploiement de force est-il vraiment efficace? C'est ce que nous avons voulu savoir. Nous sommes à Bordeaux, dans le département de la Gironde. Ici, la gendarmerie doit traiter près de 4000 cambriolages par an, soit 11 par jour. Voici une scène banale que vivent quotidiennement les brigades. Une commerçante vient déposer plainte. Ils ont fracturé au niveau de la serrure, d'accord. Cette fois-ci, c'est un bar tabac qui était visé. Un dossier de plus qui n'est pas sûr d'aboutir, car ici en Gironde, seuls 16% des cambriolages sont élucidés. Identifier les voleurs est donc un défi quotidien à relever. Car les hors-la-loi sont de plus en plus imprévisibles. Ils travaillent en bande, effacent les traces de leur passage. À aucun prix, les cambrioleurs ne veulent être repérés par un gendarme ou par une caméra. On a la caméra. Il casse la caméra. En première ligne de cette guerre contre les cambriolages, la brigade de recherche de la gendarmerie, une dizaine d'enquêteurs. Appuyés parfois par certains OPJ, officiers de police judiciaire, comme Romain, un adjudant de 35 ans, et son coéquipier André. T'es pas occupé? J'ai besoin de toi. André, un enquêteur hors pair, chargé de dénicher des preuves. Les deux hommes ont reçu des consignes précises. Être impitoyable vis-à-vis des voleurs, les traquer sans répit et surtout trouver des éléments matériels. Ce matin, le duo a été appelé pour un casse mystérieux. À quelques kilomètres de Bordeaux, dans la zone industrielle. Une étrange affaire. Un camion a été dépouillé dans un entrepôt. Pourtant expérimenté, Romain, le directeur d'enquête, ignore à cet instant qu'il va être le premier témoin
C'est un vol incroyable. C'est dans cet entrepôt que les voleurs ont frappé. Un dépôt qui abrite des millions de bouteilles. Accompagné d'un collègue, Romain file dans les bureaux de l'entreprise pour questionner le patron à propos du montant du préjudice. Ouais, bon, le montant, après il faudra voir le détail. Ouais, le détail, est-ce qu'il y a des coffrets particuliers? Il y a des choses comme ça, vous savez pas? Des coffrets qui sont reconnaissables. Le problème, c'est qu'il y avait un très bon champagne. Pour le moment, le responsable des 70 employés est encore sous le choc. Il n'a pas encore chiffré les dégâts. Des pertes qui au final avoisineront les 15 000 € au prix de gros. Pour que les enquêteurs vérifient de visu quel type de vin ou de spiritueux a disparu, le patron va leur montrer le genre de butin dérobé par les voleurs. Il y a du champagne comme ça qui manque un peu, donc peut-être... C'est la première fois qu'il est victime d'un vol de ce genre. Ici, sont entreposées des milliers de bouteilles de toutes marques, de toutes origines. Une marchandise intéressante avant les fêtes de fin d'année. Ils ont pris surtout champagne et whisky, hein? Whisky, ouais. Whisky, alcool fort. En fait. Ouais. Au total, près de 5000 bouteilles, soit environ 1 millier de colis. Curieusement, ce ne sont pas les palettes de l'entrepôt qui ont été dérobées, mais la cargaison de ce semi-remorque blanc, ici à l'image, qui a été volée. Romain cherche à en savoir plus. Comment le vol a-t-il pu se passer? Il demande alors au patron de lui fournir des explications techniques. Voici donc comment les choses se seraient passées, selon le responsable. L'après-midi avant le vol, comme le montre le patron, le cariste, celui qui conduit les chariots élévateurs, a levé le rideau de l'entreprise. Puis un poids lourd, comme celui-ci, est arrivé à vide. Il s'est positionné pour se mettre à quai, portes grandes ouvertes. Vers 18 h, c'est le moment pour les magasiniers d'aller chercher le chargement dans l'entrepôt. Le manutentionnaire transporte les palettes. Des centaines de caisses, des milliers de bouteilles de vin ou de champagne sont entassées dans le semi-remorque. Durant cette manœuvre, il ne reste qu'un tout petit espace entre l'extérieur de l'entreprise et le camion. Une fois la cargaison dans le camion, comme l'explique le patron aux gendarmes, l'employé a baissé le rideau vers 19 h. Puis l'employé a quitté les lieux. La nuit, le poids lourd chargé est resté à quai, les portes grandes ouvertes. Romain le constate, les voleurs ont dû se faufiler dans cet espace réduit, entre 30 et 40 cm, pour dérober le chargement pendant la nuit. C'est déjà pas être gros. Conclusion pour les gendarmes, visiblement les malfaiteurs très minces étaient bien renseignés. Pourtant, ils ont peut-être commis une erreur. Romain voudrait savoir si par hasard, ils n'ont pas été filmés en pleine action. C'est la tentation. Donc la donne, elle est où la caméra là? C'est ça là. Le directeur d'enquête et son collègue, accompagnés par le patron, vont donc aller le vérifier immédiatement. Coup de chance, l'intégralité du dépôt possède un système de vidéosurveillance. Des caméras braquées de jour comme de nuit sur le fameux rideau de l'entreprise, derrière lequel a été commis le vol. La nuit où les malfaiteurs ont frappé, le volet était baissé comme ici. Comme le rideau du dépôt possède des hublots, les enquêteurs vont peut-être pouvoir apercevoir le visage des voleurs à travers ces fenêtres en plastique. Après avoir récupéré les enregistrements vidéo, Romain n'a qu'une idée en tête, identifier peut-être le ou les voleurs. Il ne se doute pas que son coéquipier André va lui apporter des preuves. Pendant que Romain est parti à la brigade, André et ses collègues découvrent stupéfaits comment les voleurs sont entrés dans l'enceinte de l'entreprise, pourtant protégée. Les auteurs sont passés par des grillages rue et ont pénétré dans l'enceinte. Et voici le scénario du vol, reconstitué par les gendarmes. Dans un premier temps, à bord d'un véhicule non identifié, ils ont franchi l'enceinte de sécurité. Puis ils se sont attaqués à un camion, ils ont pris le butin, une partie de la cargaison, ensuite ils ont quitté les lieux, empruntant un autre chemin, toujours à bord du même véhicule. Les malfaiteurs n'y sont pas allés de main morte.
Le collègue de Romain, André, n'en revient pas. Ils ont couché le grillage avec leur véhicule. On a pensé que probablement ils auraient choqué le grillage en marche arrière, avec la face arrière du véhicule. Dans l'herbe, les traces du passage des voleurs sont encore très visibles. Pour réaliser l'effraction, les hors-la-loi ne se sont pas servis de pinces coupantes pour sectionner le grillage qui faisait office d'enceinte de protection. Ils ont utilisé une voiture bélier pour entrer et sortir de l'enceinte illégalement. Les poteaux sont à terre, le grillage encore défoncé démontre la violence du choc. Une fois entrés, les malfrats se sont orientés vers leur objectif. Ce semi-remorque blanc à quai rempli de sa cargaison. Portes ouvertes, comme c'est parfois l'usage dans cette entreprise, avant le départ des routiers. On a remarqué 2 ou 3 disparitions de palettes dans le camion, ce qui fait qu'ils sont allés au fond. Vous avez les jus de fruits, vous avez les sodas, et après vous avez les alcools forts et les whisky. Ils sont allés tout au fond et il y a un trou complet, donc il y a une palette complète de whisky et une autre de champagne qui aurait disparu. Le temps pour André, le coéquipier de Romain, de troquer son uniforme pour une blouse blanche. Et l'analyse des éventuels indices peut débuter. Je sais plus qu'est-ce qu'il avait dit ça. Traces, empreintes, objet qui aurait pu être laissé par les malfaiteurs. Allez, go. Les spécialistes sont confiants. À tort. Car très rapidement, ces gendarmes vont faire une découverte pour le moins troublante. On distingue bien qu'il y a une poudre qui a été pulvérisée sur l'ensemble de la cabine, partout. Vous pouvez en trouver sur les cartons, sur le sol, partout. Et cette poudre, pour vous, c'est quoi? C'est la poudre de l'extincteur qui est derrière mon collègue. Vous avez un extincteur rouge. C'est l'extincteur qui était contenu dans le porte-extincteur sous le camion. Mais pourquoi donc les voleurs se sont donné tant de mal pour répandre cette substance? Ils ont diffusé dans l'ensemble de la cabine à l'intérieur. Ils ont pulvérisé partout là où ils auraient pu toucher avant de quitter les lieux. C'est la deuxième fois moi, que je vois cette manière d'opérer. On est aussi confronté de temps en temps à des gens qui utilisent de la javel ou du chlore sur les lieux de leur cambriolage. Ce qui fait que juste avant de partir, ils balancent de la javel. De manière à éliminer les traces et indices qui pourraient nous aider à les confondre. Blanc, c'est de la poudre noire. De la poudre d'extincteur. Voilà qui complique ou ralentit les recherches d'empreintes digitales. Pour les coéquipiers de Romain, l'affaire vire au casse-tête. Comme si les malfaiteurs n'avaient laissé aucun indice derrière eux. Et pourtant, vous allez voir, les hors-la-loi ont commis une énorme erreur qui risque bien de les trahir. C'est en refaisant le trajet des voleurs de fret que les collègues de Romain vont faire une découverte stupéfiante. En examinant une nouvelle fois les deux chemins par où les malfaiteurs sont entrés, puis sortis de l'entrepôt. Et là, ils sont rentrés, ils ont dû arriver vite. Hein. Et là, il est tordu, regarde, il est concassé le truc. Les enquêteurs sont stupéfaits par un mode opératoire si brutal. Putain, ils n'ont pas fait semblant. Hein. Mais c'est du côté de la sortie que les experts vont faire une première avancée marquante. Un espoir de découvrir peut-être la couleur de la voiture bélier. Le véhicule, il a glissé sous le grillage, quoi. Ils sont passés dessous. Attends, garde-le en haut, on va voir s'il n'y a pas des éléments de peinture sur le... Mais le plus extravagant reste à venir. Comme un petit poussé, après avoir démoli le grillage, les malfaiteurs ont laissé sur place un indice essentiel qui laisse les gendarmes sans voix. Pour la première fois depuis le début de l'affaire, André détient enfin une preuve qui permettra peut-être de remonter jusqu'aux auteurs. On a découvert un morceau de plaque d'immatriculation avec une immatriculation complète ainsi qu'un morceau de pare-choc. Donc on a gelé les lieux dans un premier temps et puis on a fait nos prélèvements dans l'urgence de manière à que ce ne soit pas souillé par tout
toute la population qui peut passer, qui peut utiliser cet axe de circulation. Beaucoup moins fréquenté. Si André a déniché un moyen de retrouver les auteurs, à la brigade, cela sera très difficile à Romain de découvrir les visages des voleurs. Je te le dis, moi. À la gendarmerie, Romain misait tout sur les caméras de l'entrepôt. Résultat, le gendarme ne voit rien, l'écran est noir, car le dépôt n'était pas éclairé la nuit. Romain n'est pas enchanté. La vidéo ne vaut rien, pas si sûr, car au bout de quelques minutes, des lumières apparaissent. Lampe torche ici, là, clac. Dans l'obscurité, les voleurs ont donc utilisé des lampes pour dérober le chargement en pleine nuit. Les deux gendarmes se concentrent sur ces images. Comme ça, on a la position et les choses. Pour le commun des mortels, elles sont un peu abstraites. Mais regardez notre montage afin de mieux vous rendre compte de ce que voient réellement les enquêteurs. Les deux silhouettes furtives des voleurs, juste des ombres à travers les hublots de l'entrepôt. Je vois qu'il y a un individu qui réapparaît à minuit 56. Peut-être un individu derrière. Immédiatement, Romain et son coéquipier Sylvain filent voir leur supérieur pour faire un point sur l'avancée de l'enquête. J'appelle aussi le mec de la sécurité qui nous donne les horaires de... Bon, je capture avec l'arrêt. Tu vois vachement le faisceau qui se balade dans la remorque. Après, il y en a un qui sort, l'autre il suit 2 ou 3 secondes après. Et celui qui sort le deuxième, il reste vraiment à cul de la remorque dehors, à l'extérieur. Il a l'air plus petit en taille quand même, l'autre il a l'air un peu plus grand. J'ai l'impression tout à l'heure qu'il avait des capuches. Dans le match, tu fais bon. Impression, hein, mais parce que c'est éclairé un peu au niveau de la remorque, c'est éclairé un peu à l'extérieur. C'est là qu'on les voit passer. D'après Romain, il y avait donc 2 voleurs de fret. Une information plutôt fragile que le gendarme veut étayer. Pour cela, accompagné de Sylvain, le directeur d'enquête va retourner sur place. Ce n'est en effet qu'en se rendant sur les lieux que le gendarme va réussir avec un peu d'astuce, vous allez le voir, à détailler le profil physique précis des 2 malfaiteurs. La margelle du quai est très étroite. Et donc là, on s'interroge un peu sur la taille des individus, sur le fait pourquoi ils montent sur le quai, qu'est-ce qu'ils vont faire de l'autre côté. Si t'arrives à voir ma tête ou comment... Sur place, Romain et Sylvain se livrent donc à un petit exercice grandeur nature. Une sorte de jeu de rôle improvisé où les 2 enquêteurs se mettent un instant dans la peau des voleurs. Moi, quand je regarde la vidéo, il y en a un qui sort, donc il doit arriver d'ici. Il y en a un qui est en haut, je sais pas, il monte là. Et il y en a un, il vient se positionner vers là et il bouge pas parce qu'on voit le haut, on voit le haut de sa tête ici là, on le voit. Afin d'être au plus près de la réalité, les gendarmes tentent de se positionner à l'endroit où auraient pu agir les malfrats. Alors soit il est tout petit parce que si jamais il est dessus, il est pas grave. Hein. Ils sont à quoi? Tu fais combien toi? Moi, je fais 1m80 ouais. Combien? Ils sont à 1m70, entre 1m60, 1m50 et 1m70. Déduction des enquêteurs, les voleurs mesureraient aux alentours d'1m70, puisque l'on distingue leur visage à travers les hublots à 1m70 du sol. Les militaires peaufinent le profil des malfaiteurs, 2 passe-murailles, petits, minces, agiles, capables de décharger en pleine nuit près d'1 millier de colis. Des hors-la-loi chevronnés ou des petits voyous qui auraient dépouillé un camion au hasard. C'est ce que vont tenter de savoir les gendarmes. À la gendarmerie, c'est le compte-rendu. Dans le bureau du lieutenant Breton, Romain se concerte avec André. On met en commun le résultat des investigations. La pièce A, le transport constat d'ouverture, c'est fait, je crois, par Fred. Le A2. L'élément le plus intéressant reste la plaque d'immatriculation de la voiture bélier, dont se sont servis les malfaiteurs. Romain peut maintenant, grâce à un fichier qui recense les immatriculations des véhicules, le SIV, obtenir les caractéristiques de la voiture bélier. Quelques clics, puis apparaît le résultat. C'est une fourgonnette. Voici le modèle de la voiture bélier, un Renault Trafic blanc,
avec d'éventuelles empreintes digitales ou de l'ADN appartenant aux voleurs de fret. Autre information livrée par le fichier. Et ben voilà, le véhicule est volé. Le véhicule a dû être volé sûrement avant les faits. On va aller se renseigner pour voir où la plainte a été déposée. On va voir, le mec habite sur Bordeaux, on va contacter la police pour voir s'ils ont pris une plainte pour le vol de ce véhicule, de ce trafic, pour voir un peu le créneau horaire, voir à quelle heure à peu près les auteurs ont récupéré le véhicule. Romain décide donc de convoquer le propriétaire le lendemain pour en savoir plus. C'est un menuisier, il se prénomme François. C'est à lui qu'appartient la fourgonnette volée qui a servi de voiture bélier lors du casse de l'entrepôt. Un citoyen lambda qui tombe des nues. À quoi a pu servir sa fourgonnette après le vol en bas de chez lui? Il n'en a aucune idée. Je suis arrivé chez moi, on va dire 17h45. Je suis sur ma place de parking qui m'est attitrée devant mon immeuble. D'accord. Après, moi, je suis redescendu pour faire pisser le chien. Il était. Je suis redescendu. Sortir mon chien. On va dire vers 21h30, 21h45. Sinon, vous auriez appelé tout de suite. Ce n'est que le lendemain matin vers 7 h que le menuisier se rend compte du vol. Il en a même la preuve. Le lendemain, j'ai constaté. Ah, je vais vous montrer ce que j'ai constaté. Parce que j'ai pris une photo quand même. Ça, c'est la photo du trottoir en fait avec les bouts de verre qui étaient dessus. Donc, je vous montre la photo. Donc ils ont pété la vitre. Ils ont pété une vitre. Ils ont pété une vitre. En plus, comme le véhicule était très vieux, je n'avais pas assuré contre le vol, donc ça veut dire que le véhicule n'est pas assuré, mais le matériel qui est dedans non plus n'est pas assuré. Ouais. Donc en fait, j'ai tout paumé. La victime, sincère, ignore totalement que les malfrats se sont servis de sa fourgonnette pour exploser l'enceinte d'un dépôt. Ils sont allés attaquer un camion qui était hacké. Ils sont rentrés dans le camion, ils ont pris pas mal de bouteilles d'alcool, quoi. Voilà, votre véhicule a servi à casser, à rentrer dans le truc, à charger l'alcool et à ressortir. Voilà. Ils ont fait bélier avec, quoi. Ouais, plus ou moins. Restent les soupçons de la victime. Y a rien d'autre comme... Selon elle, il pourrait s'agir de petits délinquants de la région bordelaise. Et chez nous, ça commence à devenir assez régulier, l'histoire, là. Ça fait quand même le 3e véhicule qui se fait voler en pas beaucoup de temps. Et les véhicules qui ont été volés, c'était quoi, le même genre que le vôtre ou... Non, il y a eu une 4L qui a été volée, et après il y a eu un autre véhicule derrière, je pense. Vous savez à quoi ils ont servi, ces véhicules? Non, ils n'ont jamais été retrouvés, surtout. Alors, les deux voleurs seraient-ils, comme le sous-entend ce menuisier, des petits voyous de la région qui auraient dépouillé un camion dans un entrepôt pour se faire de l'argent avant les fêtes de fin d'année? De trouver ça. Romain n'exclut pas cette hypothèse. Les voleurs pourraient être des petits délinquants bordelais qui incendient leur véhicule ou jettent leur voiture volée après leur forfait. Mais où, précisément? Romain alerte toutes les brigades aux alentours. Le lendemain, l'appel de Romain à toutes les brigades a été payant. Un témoin a appelé les gendarmes. Un homme qui assure avoir retrouvé un fourgon similaire à celui recherché, en pleine campagne. Le directeur d'enquête, épaulé par André, le technicien d'identification criminelle, quitte la ville pour se rendre à l'endroit que vient de leur livrer leur témoin. On va aller vérifier si c'est notre fourgon à nous, ça si c'est un autre. On va voir si on trouve d'autres indices autour, des traces de pas ou des objets laissés peut-être par les auteurs. C'est un chasseur qui a alerté la gendarmerie. Bonjour. Essayez de vous arrêter là. Ouais, on va. Ça. Je vous passerai pas là. Le week-end dernier, il y était pas. Il était pas le week-end dernier? Ouais, de toute façon, le week-end dernier, c'était pas bon. Ok. Il y a une IMAT ou pas dessus, non? Romain, accompagné d'André, qui a fait les constatations, suivent le témoin providentiel. Même pas sur les pneus. Derrière les feuillages, au bout d'un chemin boueux, une fourgonnette blanche, en très mauvais état. Le véhicule abandonné a été incendié. Il est totalement détruit. Difficile de retrouver des empreintes digitales ou de l'ADN. Malgré tout, Romain ne se décourage pas. Et on pourrait pas avoir un reste de carton ou j'en sais rien. Ouais, du temps, on en aille.
L'adjudant décide de fouiller sommairement l'intérieur de la camionnette. Mais rapidement, le gradé se rend compte qu'il s'égare. Grâce à son collègue, André, le technicien d'identification criminelle, lui qui n'a rien oublié des constatations qu'il a effectuées près de l'entrepôt. On retrouve nous sur les lieux normalement. Et pour lui, cette fourgonnette incendiée dans la forêt n'est pas du même modèle que la camionnette recherchée. Non. Non. Pour moi, non. C'est pas celui-là, pour toi? Pour moi, non. Car pour André, la plaque d'immatriculation n'est pas au même endroit. Sur les trafics, même sur les trafics phase 2, les plaques d'immatriculation, elles sont pas sur le... Non, pour moi, non. C'est pas le cul des trafics, ça. Mauvaise pioche pour Romain, il ne désarme pas pour autant. La Barde, donc entre le rond-point de Parampure-Maco, là, rue des Palus. De retour à la brigade, l'adjudant reste persuadé qu'il faut vérifier l'hypothèse des petits hors-la-loi de la région. Il va donc utiliser les grands moyens. Survoler les endroits où les voyous bordelais abandonnent habituellement les voitures volées. Sur la terre, comme sous l'eau. Dans un instant, la traque à la fourgonnette bélier se poursuit. Depuis le ciel, c'est l'hélicoptère qui mène l'enquête. On recherche un trafic couleur claire qui aurait pu permettre de commettre le vol. Les hommes de la nautique sont mobilisés. La traque se poursuit sous l'eau. Romain et toute son équipe vont-ils enfin retrouver le véhicule au centre de leurs investigations? Qui a dévalisé le camion dans l'entrepôt? Pour moi, non. Non, regarde, la plaque d'immatriculation, elle était ici. Sur les trafics, même sur les trafics phase 2, les plaques d'immatriculation, elles sont pas sur le... Non, pour moi, non. C'est pas le cul des trafics, ça. Mauvaise pioche pour Romain, il ne désarme pas pour autant. On est avenue La Barde, donc entre le rond-point de Parampure-Maco, là, rue des Palus. De retour à la brigade, l'adjudant reste persuadé qu'il faut vérifier l'hypothèse des petits hors-la-loi de la région. Il va donc utiliser les grands moyens. Survoler les endroits où les voyous bordelais abandonnent habituellement les voitures volées. Sur la terre, comme sous l'eau. Aujourd'hui, Romain a décidé de faire appel à un allié de poids pour tenter de retrouver la fourgonnette bélier. Le C-135, prix 2,5 millions d'euros, poids 3 tonnes. Un hélicoptère utilisé presque quotidiennement depuis 10 ans par la gendarmerie, aussi bien pour de la surveillance que pour les besoins d'une enquête. Car l'appareil fait figure d'œil d'aigle dans le ciel. Québec Echo, maintenez le point d'arrêt Fox, contactez la tour 118 décimale 3. Ces caméras surpuissantes permettent de distinguer une plaque d'immatriculation à 2 km de distance. Ou d'éclairer une zone d'1 hectare pendant la nuit. Reste à savoir si cet appareil va en effet permettre de retrouver la voiture bélier qui intéresse tant Romain. C'est l'hélicoptère qui va mener l'enquête désormais. On recherche un trafic couleur claire qui aurait pu permettre de commettre le vol qui s'est déroulé cette nuit. Voilà, donc on va faire un survol de la zone là où on découvre régulièrement les véhicules volés. Dans l'appareil, grâce aux caméras, les collègues de Romain observent tout ce qui pourrait ressembler à la camionnette. La fourgonnette a-t-elle fini dans une casse? A-t-elle été revendue à des ferrailleurs en pièces détachées? C'est d'habitude ici que l'on retrouve des voitures volées. Route, zone pavillonnaire, tout est observé à la loupe depuis le ciel. On va jeter un coup d'œil sur le lotissement, on sait jamais, des fois qu'ils sont assez pour l'avoir laissé. Ah, ils sont crétins, mais je pense pas quand même. Non, quand même pas, non. La moindre camionnette blanche n'échappe pas à l'œil expérimenté des gendarmes. On là, il y a un trafic, mais c'est un nouveau modèle, c'est pas ça. Une minute plus tard, nouvelle alerte. On jette un coup d'œil là et c'est là-bas alors. Mais après vérification de la plaque d'immatriculation, elle ne correspond pas. Les gendarmes filent ensuite survoler à un endroit précis. Un point d'eau que connaissent les délinquants de la région. Souvent, après leur forfait, ils se débarrassent de leur véhicule dans cette étendue d'eau, les gravières. Si la camionnette qu'ils traquent est là,
les gendarmes devraient l'apercevoir. Surtout que s'ils l'ont foutu récemment là-bas, il doit y avoir normalement, ça doit être irisé. Hein. Ouais. Mais rien depuis le ciel n'indique aux enquêteurs que la fourgonnette recherchée soit immergée. Alors pour en être parfaitement sûrs, les collègues de Romain doivent aller vérifier sous l'eau. Le lendemain matin, à l'aube, dans la brume, les gendarmes suivant la feuille de route de Romain creusent la piste des petits voyous de la région, du côté des Gravières. Cette zone de 11 hectares, survolée la veille par l'hélicoptère, est en fait une carrière entourée de bassins naturels. Ce n'est pas un hasard si Romain a demandé aux hommes de la nautique de plonger ici. L'an passé, ces enquêteurs subaquatiques ont repêché 27 voitures abandonnées sous l'eau. Une trentaine de véhicules jetés par des petits délinquants. Si en surface, on ne voit presque rien, les plongeurs pourraient bien repérer la fourgonnette bélier avec leur sonar. Un appareil qui dévoile la typologie des fonds sous-marins. On verra la forme géométrique de l'objet qu'il y a au fond, la dimension aussi par rapport à l'échelle qu'on a. Voici comment fonctionne un sonar. Ce que vous voyez défiler en blanc ou en bleu ciel représente le fond des Gravières. Le trait blanc symbolise la surface. Les enquêteurs subaquatiques n'auront pas à attendre longtemps. Au bout de quelques minutes seulement, là, il y en a une voiture. Elle est où cette voiture là? Là, juste sous nous là. Voici ce que les gendarmes ont aperçu. Un véhicule ensablé, on aperçoit seulement les roues arrière. Pour le moment, impossible de savoir s'il s'agit bien de la fourgonnette qu'ils recherchent. D'autant plus qu'un instant plus tard, dans cette étendue d'eau qui sert habituellement de dépotoir pour certains hors-la-loi. Vous pensez en avoir une autre là? Oui, ouais. On voit bien, les roues là, plantées. C'est-à-dire que d'ici, vous pouvez pas savoir si c'est une camionnette, si c'est... Non, là, parce que là, il est planté, non, on peut pas savoir. Donc faut aller voir là. Exactement. Les bouées sont posées, le repérage est effectué. Il y a donc 2 voitures sous l'eau. Il ne reste plus qu'à se préparer. Mais comme la visibilité est extrêmement réduite dans les Gravières, les hommes de la nautique doivent y aller à tâtons pour identifier les plaques d'immatriculation. Et, à tâtons, ce n'est pas qu'une expression. On va y aller au phare, à tâtons. Si on n'arrive pas à relever l'immatriculation à tâtons ou au phare, il reste la dernière solution qu'on n'aime pas spécialement, mais bon, c'est la seule qui est efficace, c'est qu'on arrache la plaque. Tout est prêt désormais. Les 2 endroits sont repérés, l'eau avoisine les 9 degrés. Malgré leur équipement, ces enquêteurs ne verront presque rien à plus de 50 cm. C'est à présent sous l'eau que tout va se jouer. Un militaire se prépare à quitter le Zodiac en se jetant en arrière. C'est fait. Afin de vous faire une idée du travail des enquêteurs, voici un document. Le résumé filmé d'une autre plongée dans les Gravières. Ici, le véhicule est retourné. Il repose sur le capot. Objectif principal, repérer la plaque d'immatriculation au phare. Un travail difficile et dangereux. Puis le plongeur remonte. La mission est terminée pour les hommes de la nautique. Résultat, au bout de plusieurs heures de recherche, la plongée n'a pas fait avancer l'enquête. Ça correspond à une voiture qui est volée. On sait qu'elle est volée, mais ça ne correspond pas à notre objectif d'aujourd'hui. Donc on viendra la chercher plus tard. Quant au second véhicule identifié sous l'eau, ce n'est pas non plus le trafic Renault blanc recherché. Si les enquêteurs subaquatiques n'ont pas retrouvé la voiture bélier, ils ont pourtant filé un sacré coup de main à Romain. C'est ce qu'on appelle dans le jargon policier « fermer une porte ». Autrement dit, abandonner une hypothèse après l'avoir vérifiée. À présent, une piste, celle des petits voyous de la région, est définitivement éliminée. On peut déduire que ce n'est pas nos individus, nos délinquants locaux,
Pour l'instant, sachant qu'à chaque fois, ils nous lancent des véhicules là. Pour les gendarmes, une nouvelle piste s'impose. Si les voleurs de fret n'appartiennent pas à la voyoucratie bordelaise qui aurait dépouillé un camion un peu au hasard, il ne reste plus qu'une option. Se focaliser sur les personnes connaissant bien l'entreprise, les employés. À la brigade ce matin, c'est devant le lieutenant Breton que l'on fait le briefing. Robin, je vous écoute. Face à son chef, le directeur d'enquête rappelle un point essentiel. Certains poids lourds n'étaient pas fermés la nuit. C'est ce que lui a dévoilé le patron de l'entreprise. Un détail capital. Donc lui, ce qu'il m'explique, c'est que c'est une habitude qu'ils ont entre eux pour aider les chauffeurs le matin. Le camion reste à quai, porte ouverte. Et apparemment, tout le monde est au courant de la chose. D'accord, donc c'est une pratique au courant. C'est une pratique, donc je pense que si lui est au courant, on va voir, mais je pense que tout le monde est au courant. Et si tout le personnel de l'entreprise était au courant que le camion restait portes ouvertes la nuit, avec un espace de près de 40 cm qui donne sur l'extérieur, la conclusion s'impose d'elle-même. On va travailler en priorité sur les intérimaires. Ouais. Intérimaires. Et aussi les CDD. Et les CDI. Et les CDI. C'est à présent la priorité des gendarmes. Vérifier si l'un des employés dont ils ont la liste est impliqué dans le vol de fret. Romain va procéder par élimination. Sur les 70 employés, uniquement ceux qui travaillaient le jour du vol l'intéressent. Car eux seuls pouvaient savoir que le semi-remorque allait rester portes ouvertes la nuit. Cette décision est en effet prise dans la journée. Les gens qui travaillent dans l'après-midi au niveau de l'entrepôt savent que le véhicule, qu'il y a un véhicule qui va passer la nuit chargé avec les portes ouvertes. Une fois ce premier tri effectué, le gendarme explore en détail le passé délictuel ou criminel des quelques salariés qui restent. Et pour cela, il y a un fichier, le traitement des antécédents judiciaires, le TAJ. 22,99 sur 2011. Le TAJ nous a permis, en passant les intérimaires, de découvrir à peu près, on va dire, 4-5 personnes qui ont des antécédents de vol à destruction, vol à l'étalage. Ouais. Plus que 5 personnes. Maintenant, Romain et Sylvain vont examiner chaque cas, dans le détail. Quel type de délit ont commis ces individus dans le passé? Se sont-ils livrés à des vols? Quel a été leur type de butin? Ont-ils déjà dérobé de l'alcool ou du vin? Quel a été le motif de leur condamnation? On a une violence volontaire, conjoint et concubin, c'est plus une histoire de famille. Ça, on laisse tomber. Quel âge 68. Sur les vidéos, je pense pas que ce soit des mecs qui ont presque 50 ans, on va dire, 45 ans. Trop âgé. L'homme est exclu de la liste. En revanche... Alors là, on a violence, destruction ou dégradation de véhicules, violence, usage de stupéfiants, vol avec arme, vol avec violence. On va regarder. On peut le mettre. Les deux enquêteurs n'oublient rien de leur constatation précédente, comme la taille des voleurs, dont on aurait aperçu la tête dans les hublots du dépôt. Et détérioration importante de biens en 2009. Et lui, donc, il a une taille 1m76 qui pourrait éventuellement coïncider. Progressivement, les gendarmes éliminent, pour s'attarder sur un homme que l'on appellera Karim, déjà connu pour vol. Recel de biens provenant d'un vol, vol à l'étalage. Vol avec violence. Vol à l'étalage. Ouais. C'est les mêmes qui reviennent. Ok. Donc ça aussi, ça c'est lui aussi intéressant. On va regarder. On peut le mettre, lui. Deuxième nom retenu, un homme que nous baptiserons Pierre, avec un passé qui sonne bizarrement aux oreilles des enquêteurs. Un plus particulièrement qui a été entendu à la brigade de Blanquefort il y a 2 ans, pour une histoire de recel. Donc c'était en fin de compte le voleur, il avait volé plusieurs bouteilles de whisky et de champagne et de rhum dans l'entreprise dans laquelle il a été cariste pendant 8 ou 9 mois. Donc, cette personne est cariste dans l'entreprise qui a été victime du vol de fret dans la nuit du 25 au 26. Les gendarmes ont maintenant 2 suspects dans leur collimateur.
2 employés qui ont le profil pour commettre ce genre de vol. C'est le jour J. Romain et son coéquipier ont convoqué les 2 hommes. Des auditions qui, vous allez le voir, vont être déconcertantes. Nous avons auditionné des intérimaires sur lesquels nous avions des soupçons. Tout va maintenant se jouer sur une attitude, une hésitation ou une contradiction, un manque d'alibi. Car Romain n'a aucune preuve matérielle contre les 2 hommes qu'il a convoqués. Pour ce qui est de Karim, la déposition va commencer par une énorme surprise. Étiez-vous au courant que le camion qui a été dérobé, enfin dont la marchandise a été dérobée, restait ouvert la nuit? C'est pas au courant? Vous n'étiez pas au courant de ce fait? Romain est étonné, car l'employé est catégorique. Karim ignorait totalement que la nuit, certains poids lourds de l'entreprise restaient portes ouvertes. Et il dégage tout de suite. Visiblement, le salarié ne savait rien, à tel point que c'est le gendarme lui-même qui va informer l'intérimaire de cette pratique. Ouais. Il charge le camion la veille. Donc c'est le camion qui a été hacké alors? Il charge le camion la veille, mais personne ne bouge pour refermer les portes derrière. Mais pourquoi personne ne ferme? Parce qu'il n'y a pas de chauffeur à 17h30. Si Karim dit vrai, ce n'est peut-être pas lui le voleur. Il y a aussi une autre raison pour l'exonérer, le travail de l'intérimaire. Rien à voir avec le chargement des camions. La palette, vous la préparez, vous la mettez dans la zone de quai? De contrôle. Non, de contrôle. De contrôle? Qui c'est qui l'emmène sur les quais? Vous l'emmenez pas jusqu'au quai? Vous la chargez pas dans les... Romain s'absente un instant pour faire le point avec son collègue. Mais pour le directeur d'enquête, les jeux sont faits. Il n'a rien entendu parler, sauf qu'ils ont cassé le truc, qu'ils avaient volé un camion, il ne savait pas si c'était un camion hacké ou un autre camion. Il ne sait pas exactement, il dit c'est de l'alcool qui a été volé, mais après je connais pas le détail. Comme ça au premier abord, ça n'a pas l'air d'être lui. Ouais, il va signer. Après sa convocation, le premier employé n'est plus impliqué dans le vol de fret, dans l'esprit des enquêteurs. Reste le 2e salarié, Pierre, celui qui a déjà dérobé de l'alcool dans une autre société il y a quelques années. De quoi être un peu anxieux. Pourtant, l'intérimaire arrive tranquillement. Il n'a aucune intention de cacher son passé, où il a eu affaire à la justice pour vol. Vous êtes connu de la justice, vous ou pas? Oui. Vous êtes connu pourquoi? Parce que dans notre entreprise, j'avais volé des bouteilles. Aïe aïe aïe. C'est vous le suspect numéro 1 alors maintenant? Oh, je m'en fous, j'ai rien à me reprocher. J'ai compris la leçon. Et ce n'est pas tout. Comme Karim, Pierre n'a rien à voir non plus avec le chargement des camions. Vous connaissez ceux qui chargent les camions? Oh, vite fait. Combien de caristes a chargé les camions? Je doit être 5, 6, je sais pas exactement. Je sais pas qui fait quoi dans leur truc. D'accord. Chargement. Moi je prépare, je pose, je mets dans les allées, après je roule. L'audition est terminée, Pierre va pouvoir retrouver la liberté. Une fois de plus, Romain explique à ses collègues pourquoi Pierre, comme Karim, ne doit plus être soupçonné de quoi que ce soit. Ben lui il travaille pas, non, il charge pas les camions. Lui, il a travaillé jusqu'à 13h30. Et les faits se passent à 23h et le lendemain, il reprend à 6h. 2 employés de la société qui n'ont rien à voir avec le camion dépouillé. L'enquête n'est pourtant pas terminée. Romain le sait d'expérience, il faut être patient. D'autant plus que si le gendarme n'a pas encore de suspect, demain, il risque bien d'identifier l'un des voleurs de fret. Car son équipe a récolté une preuve indiscutable. André, le collègue de Romain, a en effet déniché une preuve matérielle qui peut aboutir à l'arrestation des malfaiteurs. Sur l'extincteur dont se sont servis les voleurs figure une empreinte génétique, pour le moment inconnue. La solution du casse de l'entrepôt se trouve donc dans le fichier national des empreintes génétiques. Si l'homme à qui appartient cet ADN a un jour affaire à la police,
il sera identifié. Ici, c'est une trace ADN qui permettra de résoudre le vol de fret. Mais parfois, c'est beaucoup plus complexe pour les gendarmes de la brigade de recherche de Bordeaux, en guerre contre les cambrioleurs. Car les malfrats utilisent des gants, des cagoules, pour ne jamais être identifiés. Certains gangs de cambrioleurs se déguisent en faux plombiers, en faux agents des eaux, ou encore fabriquent de fausses cartes de police. Ils inventent des scénarios pour piéger leurs victimes. Ce crime, c'est ce qu'on appelle le vol par ruse. Derrière ce type d'infraction se cachent souvent des réseaux, des bandes organisées qui peuvent écumer une région. Pour les traquer, les forces de l'ordre n'ont guère le choix. Les enquêteurs doivent connaître parfaitement ce milieu hors la loi. Infiltration, écoute, repérage, planque. Certains gendarmes agissent dans l'ombre pour résoudre leur enquête ou démanteler un réseau. Paradoxalement, cela commence parfois par un fait divers a priori ordinaire qui débouche sur une enquête hors du commun. À la brigade de recherche, Marc fait partie de ces enquêteurs spécialisés dans la traque contre les gangs de voleurs. C'est un gendarme dont vous ne verrez pas le visage. Marc peut en effet s'infiltrer pour démanteler des bandes organisées qui montent au braquage ou dépouillent des personnes âgées. Tu vas bien ? Aujourd'hui, Marc a été appelé pour s'occuper d'un vol par ruse dans la région bordelaise. C'est d'avoir un vol au préjudice d'une dame âgée. Ils sont passés pour des policiers alors qu'ils venaient juste de lui cambrioler la maison. Ouais. Des voleurs déguisés. Pour Marc, il s'agit sans doute de hors-la-loi professionnelle qu'il connaît bien. Allez, ouais. Bon courage, à bientôt. Ouais, si tu as besoin, n'hésite pas. Ciao. Ok, salut. Pour vérifier si ce vol, à première vue banal, pourrait avoir été commis par un gang de voleurs chevronnés, l'adjudant-chef Marc retrouve donc son coéquipier Cyril. Il faut auditionner au plus vite Mathilde, la victime, une veuve de 83 ans, placée dans une maison de retraite près d'Arcachon. Une retraitée choquée qui a dû quitter son domicile pour une maison de repos. Ah, Madame, enchanté, on ne se connaît pas. Je suis de la brigade de recherche de gendarmerie de Bordeaux. Au départ, ce n'était pas Mathilde qui souhaitait quitter sa maison. Mais après le vol, les enfants de la vieille dame ont décidé qu'il serait préférable de la mettre à l'abri. C'est comme cela que Mathilde s'est retrouvée ici. Je suis content de faire votre connaissance. Ses enfants ont déposé plainte en apprenant l'attaque dont elle a été victime. Aujourd'hui, la vieille dame se remet progressivement. Vous aviez fait un petit malaise? Oui, j'ai été hospitalisée pendant quelques temps. Ah, et puis tout ça, ça remue, hein. Oui. Les affaires. Hein. Oui. Pas... Oui, c'est pas drôle. Mes enfants, oui, ils m'ont dit, tu as été cambriolé, tu es une personne seule, tu risques d'être à nouveau cambriolé. Ils m'ont poussé à la maison de retraite. D'accord. Vous êtes quand même plus en sécurité ici? Oui, oui, parce que j'ai été cambriolée aussi d'une autre façon, 2 fois. On m'a volé tous mes pantalons, mes sacs de voyage, on m'a volé beaucoup de choses. Cette fois-ci, le cambriolage a été des plus odieux, car les 3 malfrats déguisés ont joué tout un scénario devant la victime, dans le seul but de la voler. Pendant que j'étais au compteur d'eau, ils se sont introduits dans ma maison, ils ont volé mes carnets de chèques, et puis ils ont pris 300 €. Si Mathilde est tombée dans ce piège, c'est parce que ces voleurs étaient particulièrement rusés. Et voici comment les faits se sont déroulés au domicile de Mathilde, selon la victime. Un homme sonne à la porte de la maison de Saint-Médard-en-Jalles. Vêtu d'un gilet jaune, il se fait passer pour un technicien des eaux et demande à voir le compteur. Dans le jardin, le long de la haie. Pendant que la vieille dame a le dos tourné, 2 hommes pénètrent dans la maison par la porte restée ouverte. En quelques secondes, ils dérobent 2 carnets de chèques et plus de 300 € en liquide. En ressortant, pour embrouiller la malheureuse mamie, les 2 voleurs se font passer pour des policiers. Ils rendent à la victime les chéquiers sans valeur et gardent cachés dans leur poche les petites coupures. Avec l'espoir que la grand-mère ne se rende compte de rien ou que, honteuse, elle n'ose jamais porter plainte. Un tel vol par ruse
n'a pas été commis par hasard dans la région bordelaise. Ici, les 3 auteurs qui ont agressé Mathilde ont pris beaucoup de risques. Ils n'ont pas hésité à utiliser de fausses cartes de police, un délit particulièrement grave, passible de 3 ans de prison et de 45 000 € d'amende. Les voleurs de Mathilde n'en étaient sans doute pas à leur coup d'essai. Si les gendarmes n'arrêtent pas au plus vite les malfrats, d'autres personnes âgées risquent d'être détroussées. Aujourd'hui, si Mathilde reste malgré tout alerte et sympathique, l'interrogatoire des gendarmes va tourner court lorsque les enquêteurs lui demandent de fournir le signalement précis de ses agresseurs. Car la retraitée ne se souvient plus du visage de ces 3 voleurs. Est-ce que ce sont les faits qui ont... J'ai un vague souvenir, mais je ne peux pas dans le détail, pas du tout. C'est pas... Peut-être que là, aujourd'hui, ça va vous faire comme un flash. Les gendarmes n'apprendront rien de plus. Ils quitteront la maison de retraite avec une simple plainte et une victime terriblement traumatisée. Je pense que ces gens-là, ça les bouscule, des gens qui ont vécu plus de 80 ans chez eux, dans leur univers, même si ici ils sont dans un monde où tout est parfait, hein. Maison de retraite, pour eux, c'est l'idéal. Mais c'est vrai que ça doit les bousculer quelque part psychologiquement, d'arriver dans des conditions comme ça. L'audition de Mathilde a simplement permis d'établir que les voleurs étaient au nombre de 3. Un homme déguisé en agent des eaux à la chasuble jaune et 2 autres individus, des faux policiers. Mais comment les 2 enquêteurs peuvent-ils progresser sans même le début d'un signalement? La gendarmerie va sensibiliser toute la population de Saint-Médard-en-Jalles après l'agression de Mathilde. Un appel à témoins qui va se révéler payant. Dans un instant, quel est le visage des voleurs qui ont agressé Mathilde? Grâce à 2 témoins, les enquêteurs réalisent un portrait robot. Jeune, hein? Bien jeune. Eh bien, on va le vieillir. Voilà. D'accord? Comment Marc, le gendarme infiltré, va-t-il savoir où trouver les suspects? Alors j'ai 4 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes satisfait de la distribution de l'eau? Autant vous regardez. Attention, parfois la mémoire des témoins peut flancher. Alors ça, c'est le premier. Et des suspects identifiés se rebeller. Mets-moi ta pissade, fais-le venir. Prends ton téléphone, appelle-les, fais-moi mettre ta pissade. On va voir si les enfants, c'est bon. Alors, qui a raison? L'audition de Mathilde a simplement permis d'établir que les voleurs étaient au nombre de 3. Un homme déguisé en agent des eaux à la chasuble jaune et 2 autres individus, des faux policiers. Mais comment les 2 enquêteurs peuvent-ils progresser sans même le début d'un signalement? La gendarmerie va sensibiliser toute la population de Saint-Médard-en-Jalles après l'agression de Mathilde. Un appel à témoins qui va se révéler payant. Trois jours après l'agression de Mathilde, 2 témoins se présentent à la brigade de Bordeaux. Gilberte et Gustave, comme nous les appellerons, ont des choses à dire à propos de l'agression de la vieille dame. Cyril leur a donné rendez-vous, un entretien assez singulier. Les 2 époux étaient invités chez les voisins de la retraitée. En rentrant chez eux, ils ont croisé le chemin des 3 malfaiteurs. Cyril veut en savoir plus. Cet après-midi, dans les locaux de la brigade, il espère surtout leur faire réaliser des portraits robots. Et pour cela, il fait appel à un spécialiste de l'identification criminelle, l'adjudant-chef Lopez. Spécialement formé au Centre national de police judiciaire, l'adjudant-chef utilise pour dessiner son portrait robot un logiciel ultra performant. Voilà, là, en l'occurrence, je vais travailler avec le logiciel. C'est donc grâce à l'informatique que l'on dessine des visages. Pour la première fois, l'adjudant accepte de dévoiler son travail. Réalisé à partir de sa base de données où figure un visage anonyme. Un visage auquel on peut ajouter des centaines de nez, longs, épatés, petits, retroussés. Puis il y a ce dont se rappellent souvent les témoins, le regard, que l'on a croisé parfois juste quelques secondes. Le portraitiste vous propose aussi le crâne et les oreilles. Et la bouche. Sans oublier le moindre détail, la moustache ou la barbe, qui peuvent être des postiches. Enfin, les cheveux,
Une coupe chez le coiffeur et l'auteur est méconnaissable. Ah oui, ça y est. C'est parti. Oh, c'est parti là. Oh, 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 oh. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Monsieur Lopez. On y va? 10 jours plus tôt, le matin où Mathilde s'est faite voler, Gilberte et Gustave rentraient d'une visite chez des amis. Ils aperçoivent alors 2 des 3 inconnus. 2 hommes en civil, sans gilet jaune. Peut-être les faux policiers qui traversent lentement sur le passage piéton, à moins de 3 mètres de leur véhicule. Ils avaient tout le temps. Ils avaient tout le temps. D'ailleurs, je leur ai fait signe de traverser, puisque moi je rentrais avec la voiture, et ils m'ont dit non, 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 il n'était pas question. Ils avaient le temps de passer donc, monsieur. Ah oui, non, j'étais pas. Pourtant, Gilberte comme Gustave ont gardé en mémoire surtout un visage, celui du premier individu à passer devant eux. Un personnage souriant et avenant qui a capté leur attention. C'est donc sur cette figure qu'entend se concentrer l'adjudant-chef Lopez. Si vous me permettez. Donc dans un premier temps, le plus important, c'est la forme du visage. Ça c'est quelque chose de fondamental parce que ça va permettre ensuite d'avoir, j'allais dire, un ratio qui va nous permettre ensuite d'installer les yeux, la bouche, le nez, etc. Alors, au niveau du visage, il était comment? Le visage, il était rond quand même. Il était arrondi. Il était arrondi. D'accord. Mais il n'y a plus rond. Il n'y a plus rond, parce que si vous voulez, j'ai l'impression que le haut du crâne était plus... Mais c'est peut-être ridicule que je dise ça. Non, non, je vous en prie, il n'y a rien de ridicule. Il était moins... il était plus là. Un petit peu comme ça? Voilà, oui, oui, oui. D'accord. Et au niveau, au niveau des oreilles, vous n'avez pas à peu près ça? D'accord. Très bien. Après les premières indications, l'enquêteur et les témoins vont s'attaquer à l'un des points essentiels du portrait robot. Là, ça devient plus là. Oui, là, ça me parle mieux. D'accord. Le regard. Maintenant... Car l'homme avait des yeux marrons, plutôt marron foncé dans le souvenir de Gilberte. Pourtant, face au logiciel des gendarmes, difficile de retranscrire leur forme exacte. Ils sont effectivement un peu en amende. Alors si je peux vous donner un petit coup de main, il va falloir voir un petit peu quelle était l'expression de son visage au moment où vous le voyez. C'est-à-dire qu'à un moment donné, était-il « Madame est là, je suis surpris », était-il tout à fait serein? Très serein, allons-y pour le 711. 711? Oui. Je vous l'affiche. Mais si Gilberte est sûre d'elle, Gustave, lui, n'est pas totalement convaincu par ses yeux qui s'affichent sur l'écran d'ordinateur. Oui. Ça leur fait des regards jeunes. D'accord. Vous voyez, c'est pas enfantin, si vous voulez, mais non. Par rapport à... Oui, mais après, si vous voulez, grâce à ce logiciel, on va pouvoir le vieillir. Parce qu'on va arriver effectivement au sujet de l'âge, qui est intéressant. Gustave est un peu trop pressé, car avant d'attaquer l'expression, tous les détails qui forment un visage, il faut d'abord poser le nez. Ou alors, le 11, mais c'est un peu écarté quand même. Je l'installe. Je l'installe, c'est un exemple, je le répète. Et surtout la bouche. Ou 507 peut-être. Alors 502, allons-y déjà. Elle est fine. Hein. D'accord, mais sachez une chose. On fait toujours, oui. N'est-ce pas? Je peux la grossir, je peux bien sûr la diminuer, et je peux bien entendu en diminuer la commissure. Hein? C'est formidable. Mais je vous en prie. Après une grosse demi-heure de travail, des dizaines de retouches et une galerie de coiffure, le gendarme est proche de toucher au but. Mais pour finaliser ce portrait robot, il faut d'abord revenir sur ce qui chagrine toujours Gustave, à savoir l'âge du monsieur, dessiné par l'ordinateur. Oui, il me paraît bien jeune. Eh bien, on va le vieillir. Voilà. D'accord. Transformer ce visage poupin en un homme mature d'une quarantaine d'années, avec ses joues creusées, ses rides sur le front et surtout sa barbe naissante poivre et sel. On va mettre quelque chose de très simple, mais on va l'éclaircir au maximum, vous allez voir. Non, excusez-moi. Hop, on va le descendre un petit peu. Mais là, c'est le mélange du visage. Oui, oui, mais tout à fait. C'est pour ça que le but recherché, c'est pas ça. Voilà, c'est juste montrer qu'il est pas bien rasé. Voilà. Alors, par contre, on va revenir. Non. Si, si. Encore une légère retouche sur les rides de la bouche. Bon,
Ça commence septembre. Voilà, on va faire comme ça. Et une figure apparaît enfin. Non, mais c'est pas mal. Oui. Voilà. Mais c'est ça. Hop. Le visage correspond aux souvenirs précis de Gilberte, mais aussi à ceux de Gustave, son mari. Ce n'est pas un, mais deux témoins qui valident le dessin. L'adjudant-chef Lopez est satisfait, il tient un portrait robot crédible. Très très bon témoignage. On peut très bien avoir des portraits robots qui vont nous amener à rien. Ça peut arriver. Là, en l'occurrence, on a des témoins de qualité. Le collègue de Cyril est ravi du résultat. Mais il ne sait pas encore qu'il possède entre ses mains la clé de l'énigme. L'élément déterminant qui va mettre les enquêteurs sur la piste des malfaiteurs. Les jours passent et les trois cambrioleurs courent toujours quelque part dans les rues de Bordeaux ou d'ailleurs. Pour tenter de les localiser, le portrait robot dessiné par l'adjudant-chef Lopez grâce au témoignage des deux voisins a été diffusé dans toute l'agglomération bordelaise et dans les départements qui l'entourent. Le visage du suspect s'affiche dans des dizaines de brigades. Il est désormais familier pour des centaines de gendarmes qui veillent sur les routes du sud-ouest de la France. Les malfrats cherchent visiblement à se faire oublier. Et dans la brigade de Saint-Médard-en-Jalles, le gendarme qui les traque inlassablement range son frein. Cyril se demande où et quand ce trio déguisé va commettre son prochain méfait. Et ce matin, enfin une bonne nouvelle. Elle est arrivée par un mail de Charente-Maritime, et plus précisément de la brigade de gendarmerie de la petite ville de Saintes. On avait transmis... Saintes, à plus de 100 km de la région de Bordeaux, où a été agressée Mathilde. Il y a un gendarme qui a une bonne mémoire, qui avait peut-être le portrait robot avec lui, et qui a pu... qui s'est dit, tiens, ça ressemble effectivement au portrait robot. Et voici comment les choses se sont passées. Lors d'un banal contrôle routier, les gendarmes repèrent une voiture suspecte. Les militaires, comme ils le font habituellement, relèvent les identités des passagers. Au volant, le visage du conducteur leur dit quelque chose. Quelques heures après, ils font le rapprochement avec le portrait robot diffusé dans la région. Oui, bonjour, le gendarme de la brigade de Saint-Médard-en-Jalles. Contacté par Cyril, le gendarme de Saintes explique un autre point essentiel. Dans le véhicule, l'homme qui ressemble au portrait robot n'était pas seul. À ses côtés, il y avait un autre passager dont le gendarme de Charente-Maritime a aussi relevé le nom. L'enquêteur dispose désormais de deux identités, deux hommes de 31 et 45 ans. Ils appartiennent à la communauté des gens du voyage et se sont sédentarisés dans le sud-ouest de la France. Là, on va regarder dans notre fichier, savoir si ces individus sont connus. S'ils sont connus, pour quel fait? Et pour cela, le gendarme possède dans son ordinateur le TAJ, le traitement des antécédents judiciaires, une banque de données ultra performante dans laquelle sont référencés tous les individus mis en cause sur le territoire français. Et quand il rentre le nom des deux suspects dans l'ordinateur, le palmarès des deux hommes est impressionnant. Là, c'est pareil, cambriolage, usage de stupéfiants, des cambriolages, recel, escroquerie, abus de confiance, association de malfaiteurs, vol. Vol. Pour la première fois, Cyril peut enfin voir le visage des deux hommes défavorablement connus des services de police. Les deux hommes, que nous appellerons David pour le premier et Olivier pour le second, ont le profil idéal pour pouvoir attaquer des personnes âgées. Mais ces deux individus sont-ils vraiment les voleurs de Mathilde? Cyril a besoin d'une certitude, que la grand-mère agressée les reconnaisse formellement. Il prépare donc un tapissage. On va créer un tapissage photo. On va le nommer. La photo sera noyée au milieu de combien d'autres photos? Elle va être noyée avec 9 portraits de même taille et avec des personnes de même physionomie. C'est ce qui est important.
On ne peut pas mettre un individu de type antillais ou africain qui pourrait être auteur de faits parmi que des individus de type caucasien. Donc on prend des individus avec des formes de visage similaires. Est-ce qu'il n'y a pas justement un risque qu'avec le temps, la personne ait changé et que le témoin ne reconnaisse plus l'individu? C'est une possibilité. La planche photo est préparée, puis imprimée. Cyril est ravi. Il n'a plus qu'à montrer à son collègue Marc, chargé de l'infiltration, les visages des deux objectifs. Et là, surprise. Marc, le spécialiste des gangs de cambrioleurs, a déjà vu le visage de l'un des deux suspects, David, déjà condamné pour des vols. Moi j'avais tapé déjà en 2009, on l'avait serré sur David est une vieille connaissance pour Marc, le gendarme qui traque les voleurs. L'enquêteur qui l'a déjà arrêté connaît tout de cet homme ancré dans la délinquance. Sa famille, son clan, mais aussi sa caractéristique. Cet homme qui n'a pas sa langue dans sa poche est insaisissable. Marc va-t-il à nouveau passer les menottes à ce vieil adversaire? Trop tôt pour le dire, car à présent, les gendarmes misent tout sur une reconnaissance photo. Et pour s'assurer qu'ils poursuivent les bons malfrats, Cyril et Marc sont de retour à la maison de retraite du bassin d'Arcachon. Ils sont venus réentendre Mathilde, la retraitée victime du cambriolage. Ça, c'est bien. Donc là, monsieur va vous présenter une planche photographique. Vous reconnaissez pas. C'est pas. Il faut essayer de remémorer un peu ce qui s'est passé. Voilà. Vous laissez parler vos sentiments. C'est vous qui voyez. Si Mathilde repère formellement les bons visages, prenez votre temps. L'enquête peut faire un bond déterminant. Celui-là, il se rapproche du visage de... Alors, il y en a plusieurs pages. Vous avez plusieurs pages. Regardez-les toutes. Alors, comme lui conseillent les gendarmes, la retraitée scrute avec minutie chaque photo qui lui est présentée. Le premier, celui-là, il avait un visage comme ça allongé, celui qui s'est fait passer pour un policier. Mais hélas, ses souvenirs restent beaucoup trop vagues. Mathilde est incapable de retrouver les deux hommes identifiés par les enquêteurs. Sur le reste des photos, vous ne reconnaissez personne? Non. Je ne revois pas son visage. J'ai vu sa silhouette qui m'a tellement émotionnée, il m'a tellement branché sur mon compteur, qui n'était pas conforme, que j'ai oublié son visage. Une victime presque amnésique. Les gendarmes ne se démoralisent pas, car il reste le couple de témoins dont l'audition va se révéler très utile. Le lendemain, à la brigade. Ce sont les voisins de la victime, ceux qui ont réalisé le portrait robot, Gustave et Gilberte, qui sont convoqués pour une identification des deux suspects, avec face à eux, Cyril. Alors bon, je vous en prie, installez-vous. Une étape cruciale pour l'enquête. Le gendarme propose aux deux témoins la même planche photo que celle montrée à la victime. Mais cette fois-ci, le verdict est différent. Là, on s'y rapproche davantage. Lequel vous me dites? Celui-là? Ouais. Cette fois-ci, c'est sûr. Olivier, le premier suspect, est reconnu formellement par les deux témoins. Reste le cas de David. Peut-être celui-là. Celui-ci, mais sans la barbe. Voilà. Cyril peut sourire. Son enquête a fait un grand bond en avant. David et Olivier, ces deux suspects, ont été reconnus formellement au milieu de 16 autres hors-la-loi. Merci beaucoup. Au revoir. Au revoir. Reste une difficulté à résoudre pour les gendarmes. Où sont les deux suspects? Ils appartiennent à la communauté des gens du voyage. Ils se déplacent beaucoup, sans domicile fixe, hébergés parfois dans leur famille. Ils peuvent être aussi bien un jour à Saintes en Charente-Maritime et le lendemain à 100 km de là, en Gironde, du côté de Bordeaux. Alors comment les localiser? Une nouvelle fois, les gendarmes doivent s'armer de patience. Marc alerte tous les collègues qui connaissent comme lui le milieu des hors-la-loi.
Un travail de bénédictin. Chacun de ses contacts au sein de la gendarmerie doit se renseigner sur la plus petite information, la moindre rumeur qui concerne David. Et le précieux renseignement va finir par arriver 2 jours plus tard. Un collègue gendarme, alerté, finit par téléphoner à Marc. Il a entendu parler d'une rumeur à propos de David. Comment vas-tu? Ça va, j'ai vu que tu m'avais appelé plusieurs fois. Tu l'as vu dernièrement ou pas? Il est où? Il est sur Bordeaux ou à Blanquefort? D'accord, ok, merci, ciao. Marc vient de l'apprendre de la bouche même d'un collègue. David serait revenu dans l'agglomération bordelaise, tout comme Olivier, son complice. Mais le problème, c'est que l'information n'est pas précise. Le collègue de Marc n'a pu donner que 4 points de chute éventuels, où pourrait se trouver David, mais aucune domiciliation précise. Pour Marc, tout reste à faire. Pour le moment, il ne dispose d'aucune adresse. Alors l'enquêteur va accélérer les choses. Là, on change complètement de stratégie. Comme on n'arrive pas à loger le premier objectif, on va lancer le PSIG en chasse, c'est-à-dire qu'ils vont tourner sur Blanquefort, Parampure, pour essayer de trouver, de le contrôler. Et en cas de contrôle, ils vont l'interpeller et l'emmener directement à la brigade de Saint-Médard-en-Jalles où il sera placé en garde à vue. Donc la chasse est ouverte à compter de maintenant, ils ont tous les renseignements, plus la photo de l'intéressé. C'est David en priorité que le PSIG, le peloton d'intervention, va aller traquer en pleine nuit. Une chasse à l'homme un peu à l'aveuglette, car les gendarmes ne connaissent que 4 endroits où l'introuvable David pourrait résider. Les enquêteurs n'imaginent pas alors un seul instant que leur chasse va se révéler beaucoup plus surprenante que prévu. Pour cette traque de David, les hommes du PSIG, le peloton d'intervention de la gendarmerie, ont donc décidé de parier un peu sur le hasard. La mission de cette nuit se résume facilement: ratisser large, c'est-à-dire contrôler tous les noctambules à proximité d'un des 4 domiciles possibles de l'insaisissable David. Les gendarmes le savent, leur cible est un homme au lourd passé judiciaire qui peut fréquenter le monde de la nuit. Alors on ne sait jamais. On peut avoir un petit peu de chance, on va jouer, on va essayer. 2h40 au beau milieu de la nuit. Alors que les gendarmes se rapprochent d'un camp de gens du voyage que David, leur objectif, pourrait fréquenter, les militaires remarquent un véhicule qui semble les éviter. Ils le prennent en chasse immédiatement. Puis le véhicule disparaît à l'embranchement d'un carrefour. Le fugitif est coincé. Il ne peut pas aller plus loin. Les gendarmes doivent être rapides, mais prudents. Alors qu'ils s'approchent du véhicule suspect... Oh le... Vas-y, appelle les autres. Ouais, mais là, pour l'avoir maintenant... La situation dérape. Le conducteur est passé par-dessus un muret. Sa voiture est à l'arrêt. Il ne reste plus que les passagers. Les mains sur la tête! La tête en avant! Toi aussi, tête en avant, 2 individus côté passager. Les gendarmes ne savent pas à qui ils ont affaire. Est-ce un simple conducteur ivre ou le fameux David recherché? Nul ne le sait. Désormais, un seul objectif, traquer le fuyard. Je prends le projecteur ici. La brigade d'élite pense pouvoir localiser rapidement le fugitif. À tort, car même avec les projecteurs, une rapide inspection des lieux ne donne rien. Oh, le mec, il vient de s'arracher derrière, là. Je sais pas pourquoi. Pas d'explication logique. Un homme qui s'enfuit dans les bois à la simple vue des forces de l'ordre, voilà qui est singulier. Les hommes du PSIG décident alors de demander du renfort. Avec les nouveaux collègues, les recherches vont s'intensifier.
Cette fois-ci, les militaires vont aller dans les bois. Didier, prenez le Projo, derrière. Va sur ta droite après, peut-être. Tu vas, vas-y avec. Il a le Projo. Et peut-être plus sur la droite, peut-être, je sais pas. Regarde. Pendant ce temps-là, les gendarmes tentent d'identifier le fuyard grâce à la plaque d'immatriculation du véhicule. Résultat, le propriétaire est inconnu des services de police. Dans ce cas, pourquoi a-t-il pris subitement la fuite? Les militaires décident de demander aux passagers l'identité du fugitif. La situation est tendue. Bouge pas. Bouge pas les mains. Bouge pas les mains. D'accord? Les gendarmes tentent de savoir, est-ce David, l'objectif de Marc et Cyril, qui vient de s'enfuir? Mais le passager, en règle, reste muet. Depuis l'extérieur du véhicule, les gendarmes ont aperçu un paquet suspect. Ils vérifient. On constate la présence de produits stupéfiants, cannabis. Les deux personnes passagers du véhicule ne font pas l'objet de recherches particulières. On ne peut rien leur reprocher. Dans cette histoire, tout est reproché au niveau du conducteur. Les gendarmes sont-ils passés à côté de l'insaisissable David? Qui était vraiment au volant cette nuit-là? Un simple dealer ou le fameux suspect recherché qui revendrait aussi de la drogue? L'affaire devient de plus en plus énigmatique. En attendant, David ou pas, l'homme a filé à l'anglaise. Pour l'instant, il est anonyme, mais plus pour très longtemps. Le lendemain matin, à la gendarmerie. Le numéro 2 du PSIG, qui a traqué le fugitif inconnu, raconte son expédition nocturne à Marc, qui connaît David depuis des années. Donc, suite au petit dispositif là, qui nous avait demandé de mettre en place, le conducteur qui sort, laisse la porte ouverte, il trace, il passe au-dessus du mur et il se barre dans les bois derrière. C'est la voiture qui est derrière. Le responsable de la brigade d'élite ignore toujours l'identité du fuyard. Mais Marc, qui connaît toute la famille de sa cible, David, va lui donner la réponse au cours de la conversation. J'appelle du renfort, la deuxième équipe, et t'as les deux passagers à l'intérieur qui bougent pas, qui obtempèrent direct, mais ils connaissent... Ils gueulent pas, rien du tout? Rien, pas. Il n'y a pas un qui ramène sa fraise, tout de suite, direct, les mains sur la tête, aucun qui ramène sa fraise. Et dans la voiture, t'avais qui? Alors, à l'intérieur, il me reste Christophe et James. Le cousin. J'ai entendu, d'accord. Ouais, c'est le cousin. C'est donc le cousin du fameux David qui a été arrêté cette nuit. Conclusion pour Marc, si les proches de l'homme recherché étaient dans la voiture, il y a de très grandes chances pour que le fuyard s'appelle David. On a le cousin à bord et l'endroit où il a été contrôlé et là où il s'est sauvé aussi, ça nous met à une distance, c'est-à-dire qu'il saute le mur, il tombe sur la voie ferrée et s'il court à peu près 100-150 mètres, il est directement chez sa grand-mère, donc sur le bord de la voie ferrée. Et donc pour l'instant, tout porte à croire que ça peut être notre gars. L'objectif numéro 1, David, qui aurait filé à la barbe des gendarmes, et son complice Olivier sont toujours dans la nature. Les enquêteurs semblent piétiner, mais plus pour très longtemps, car la chance va tourner. Cet après-midi, à la brigade, réunion avec Eric, le commandant de la compagnie. Une nouvelle fois, Marc lui rappelle son intime conviction. À première vue, c'est bien l'un des deux suspects recherchés, David, qu'il connaît bien, qui a pris la poudre d'escampette la nuit dernière. Conclusion, l'homme devrait résider à Bordeaux. Mais où? Dans sa famille, chez des amis, dans une planque? Oui, bonjour, c'est le commandant. Le commandant lance les recherches. Les enquêteurs font appel aux forces aériennes de la gendarmerie. Le C-135, équipé de ces fameuses caméras, est réquisitionné. L'appareil va devoir survoler les 4 zones où pourrait se trouver David. 4 points de chute éventuels, des camps de gens du voyage qui peuvent parfois abriter des délinquants. Quelques heures de recherche et enfin.
Voilà, ça y est. Voilà. Ça y est. T'es dessus en fait. Non, t'en bouge pas. Mais il n'est pas hyper bien planqué. Bonne pioche pour les enquêteurs. Dans l'un des camps survolés se trouve David. Il a posé sa caravane dans un camp près de sa grand-mère. Enfin, l'objectif numéro 1, David, est localisé. Mais il faut faire vite. Reste le cas de son complice Olivier. Lui non plus ne va pas tarder à être logé. Pour cela, vous allez le voir, Marc va s'infiltrer quitte à laisser au vestiaire son habit de gendarme. Aujourd'hui, face à son équipe, Marc visionne une nouvelle fois les images de l'hélicoptère qui a localisé David, ce délinquant qu'il a arrêté il y a quelques années. Le gendarme est ravi, il a ce qu'il cherchait, la preuve par l'image. Voilà. On va commencer par la grande caravane, on sort la musique. Voilà. Tu vas le voir, on va le voir en gros plan. Lève là, avec ses gros bras. J'ai un peu le soleil dans les yeux, lève là. Les gendarmes savent maintenant avec précision où vit David et l'emplacement de sa caravane. Son interpellation n'est plus qu'une question d'heure. Reste le cas du second objectif, Olivier. Deux possibilités. Soit il vit en compagnie de sa femme et de ses enfants dans un camp de gens du voyage, soit chez un oncle, où il a domicilié son courrier. Mais comment y aller sans se faire repérer? Pour cela, Marc a sa technique, le déguisement. Là, on est en train d'utiliser un véhicule banalisé, qu'on banalise un peu plus pour passer plus inaperçu et se fondre un peu dans la masse, c'est-à-dire que passer le plus inaperçu possible. Donc voilà, donc là on va partir sur une reconnaissance et se faire passer pour des agents des eaux. Dans un premier temps, l'adjudant déguisé se rend chez l'oncle d'Olivier qui lui sert de boîte aux lettres. Nous filmons en caméra cachée pour ne pas gêner l'opération. Sous son gilet jaune, le gendarme est méconnaissable. Marc ressemble à s'y méprendre à un agent des eaux censé relever le compteur. Il a aussi le discours qui va avec. Bonjour monsieur. Pour le service des eaux. 30 secondes à vous déranger. On a simplement remis en place on a changé toute la tubulure en plomb. L'oncle du suspect semble convaincu. Il faut dire que le questionnaire proposé par l'enquêteur est très professionnel. Alors j'ai 4 questions à vous poser. Est-ce que vous êtes satisfait de la distribution de l'eau? Moi je la bois. Vous la buvez. Êtes-vous satisfait du compte de l'eau? L'oncle d'Olivier est tellement convaincu par l'argumentation du gendarme qu'il l'invite à entrer à son domicile afin qu'il fasse des prélèvements et qu'il se rende compte par lui-même de l'excellente qualité de l'eau de la ville qu'il boit tous les jours. C'est tout ce qui parle de l'économie, de l'eau. C'est juste un petit... De son côté, Marc est intrigué, car le gendarme a entendu des voix depuis l'extérieur. Ah, c'est la télévision, je pensais qu'il y avait quelqu'un qui parlait. Le gendarme peut se rendre compte qu'Olivier, sa cible, n'est ni dans le salon, ni dans la cuisine. Hop, c'est pas beaucoup, hein. Juste un petit pot. Merci. Aussi dans la salle de bain, si vous y voyez pas d'inconvénient. Marc ne néglige pas la salle d'eau. Parfois, le nombre de brosses à dents, de serviettes de bain ou la consommation d'eau suffisent pour savoir si une personne vit seule ou pas. Et on vous embête pas plus. Pour le gendarme, résultat négatif. Aucune trace de l'objectif recherché, Olivier. L'enquêteur décide donc de se rendre dans le deuxième point de chute, un camp de gens du voyage. Le gendarme le sait, si l'épouse ou les enfants du suspect sont présents, Olivier est forcément là, car l'homme ne se sépare jamais de sa famille. Le but, ça va être surtout de voir, d'une part, si la personne habite bien là, et d'autre part, savoir s'il y a une présence d'enfants éventuellement, de manière toujours, dans la phase d'interpellation, à protéger les personnes qui sont étrangères aux faits, mais qui habitent avec l'auteur des faits. L'objectif de la mission discrète est donc clair. Voir Olivier directement chez lui dans sa caravane, ou s'entretenir avec des proches pour savoir où il se trouve. Coup de chance, la compagne d'Olivier est présente devant une caravane.
L'enquêteur va alors prétexter de voir le compteur électrique. Le compteur il est là, il y a juste à ça. D'accord, ok. Donc, en fait, il y a une 30. La femme qui vient d'inviter Marc dans sa caravane va surtout livrer une information capitale à l'enquêteur déguisé. Là, on est en train de travailler sur le poêle. Mais moi, je rentre à la maison parce que j'ai mon mari ici, un CDI. Ah, d'accord. Après, prendre l'Aquitaine dans Pinte. Son mari est bel et bien ici, comme l'avait prévu Marc. La mission est terminée, le gendarme peut retourner à la brigade, serein. Les 2 interpellations sont prévues demain, avec, vous allez le voir, 2 individus qui n'ont pas peur des forces de l'ordre, même si elles viennent en nombre. Le lendemain matin, branle-bas de combat dès 5 heures. Policiers et gendarmes participent à l'intervention. Une opération qui se déroulera à 2 endroits distincts au même moment. Premier objectif, David qui a posé sa caravane dans le jardin de sa grand-mère. Et à quelques kilomètres de là, la deuxième cible, Olivier, qui vit avec femme et enfants dans un autre camp de gens du voyage. Pour ce qui est d'Olivier, justement, c'est l'équipe de Romuald avec ses rouflaquettes qui prendra en charge l'interpellation. Et on essaye de gérer ce qui peut arriver. Ouais. C'est bon. Bon. Eh bien, en avant. Puis il y a la seconde équipe, celle de Marc, qui veut une opération discrète. Il prend Kéchak et la rue des Chênes, enfin il connaît. Gabriel, quand tu arrives là-bas, tu ne claques pas les portes. On referme doucement, d'accord? Tu laisses partir les 1, 2, 3, 4 véhicules du PSIG et tu... Marc sera aux côtés de Cyril, chargé d'interpeller David dans un second camp de gens du voyage. Réveillé aux aurores, Marc n'est pas inquiet. Il apprécie cet horaire légal très matinal. 6 heures au saut du lit, c'est toujours intéressant parce qu'on a des gens qui sont à moitié réveillés ou à moitié endormis ou complètement endormis. Donc ça, c'est toujours intéressant. Il faut toujours mettre un peu la personne en instabilité psychologique. C'est pour ça que tous les policiers et gendarmes optent toujours pour cette visite domiciliaire du matin à 6 heures. Ce que nos voyous connaissent parfaitement. J'en ai connu certains qui se levaient à 5 heures du matin, partaient de la maison pendant 2 heures, ils attendaient que ça bouge ou pas. Si ça bougeait pas, ils rentraient chez eux, finissaient leur nuit jusqu'à 11h30 midi. Comme il l'a demandé à ses collègues, Marc sera silencieux. Les voitures sont garées à 200 mètres de la cible pour ne pas éveiller les soupçons. Les gendarmes profitent du bruit de la gare aux alentours. Profitez du train. Une discrétion qui ne dure pas éternellement. On est gendarmerie tout de suite. Ouvrez où on va péter la porte. C'est bon, c'est lui. C'est lui. Il est là. C'est lui, c'est bon. Bravo. Ouais, c'est lui. Passé le premier étonnement et les cris, le gendarme salue une vieille connaissance. Il y a longtemps qu'on ne s'était pas vu. La misère que tu m'as fait. La prison que tu m'as fait, c'était pas moi. T'as vu la misère que tu m'as fait, toi? C'est pas moi qui te l'ai fait. C'est pas moi qui te l'ai fait les mandats d'arrêt qu'ils avaient, c'est toi. Non, mais t'as vu la pas moi. Alors, tu me dis. La prison que t'as voulu me faire pour que c'était pas pour moi. Attends, viens, parce que là, ça commence à parler. Pour 2 jours. J'ai eu l'occasion de l'interpeller en février 2009 et donc il m'a reconnu, il se sent victime d'une injustice quant à ses mandats d'arrêt. Donc moi je vais plutôt l'énerver qu'autre chose en me présentant à lui, donc vaut mieux que ce soit Cyril qui est à la garde à vue, qui opère tranquillement la perquisition. Et c'est vrai que l'homme a du caractère. Vous m'embrassez peut-être pas, non? Non, c'est bon. Alors poussez un peu de merde. Vous allez vous calmer. Pendant que le suspect se réveille du mauvais pied, les gendarmes fouillent la caravane. À l'intérieur, un peu de stupéfiant et un autre élément plus étonnant. Une découverte peut-être intéressante, mais annexe. Une arme, des produits stupéfiants, donc c'est toujours ça le prix, mais ça ne concerne pas notre affaire. Donc, Pour Cyril, en effet, qui a fait chou blanc dans la caravane, il faut absolument retrouver la carte de police dont se sont servis les voleurs. Les gendarmes vont donc fouiller la maison, la remise, les voitures. Mais là encore, rien à signaler. La carte de police, preuve évidente du vol par usurpation d'identité, reste introuvable. En attendant, David est emmené par les forces de l'ordre.
Direction la brigade pour une garde à vue face à Cyril et son vieil adversaire Marc. Une audition qui risque d'être musclée et compliquée. Tandis qu'à quelques kilomètres de là, c'est maintenant au tour de l'équipe de Romuald de passer à l'action. Elle est chargée d'interpeller le complice Olivier. Personne ne se doute alors de l'incroyable découverte que va faire le gendarme. Poussez-vous, poussez-vous. Oui. Bonjour monsieur. On va vous asseoir. Il y a de la lumière pour allumer dans la caravane là. Cette fois-ci, l'homme n'a pas eu un réveil difficile. Pas de mauvaise humeur, mais une certaine incompréhension face à son arrestation. De vol gravé, mais je vole plus. Je ne vole plus. Avant, je faisais des bêtises, surtout je reconnais. Je ne fais plus rien, je ne comprends pas. La perquisition débute. Pas de carte de police à l'horizon, mais un parfum particulier. C'est quoi dans le sac poubelle là? Ça, c'est ma consommation. Ouais. C'est votre consommation perso? Alors. Ah, vous êtes un gros consommateur, hein? Non? Même si cela n'a rien à voir avec le vol de la grand-mère, les gendarmes ont enfin une preuve. Olivier, l'homme interpellé, serait un véritable trafiquant. Ça c'est sympa quoi, c'est pas tous les jours qu'on retrouve autant de stupes quoi. Il y a quoi? Il y a 500 grammes peut-être quoi. C'est des jolis petits paquets quoi. Plus d'un demi-kilo d'herbe, soit près de 6 000 € si l'homme revend les stupéfiants au détail. Mais Romuald n'oublie pas l'objectif de la mission. La fameuse carte de police que les gendarmes ne vont pas retrouver, malgré tous leurs efforts. Bah, ça m'embête parce que finalement, dans le dossier, c'est un des éléments constitutifs de l'infraction, hein, l'usage de la fausse qualité. Et si on avait trouvé une carte bleu, blanc, rouge, il aurait du mal à justifier de ne pas avoir fait l'effet. Du coup, sans cet élément, la suite de l'enquête s'annonce compliquée. Sur les auditions, on va essayer de lui poser plein de questions qui partent un peu dans tous les sens et puis faire en sorte qu'il s'en mêle un peu les pinceaux, quoi. Voilà. Tu sors le bleu, Lisa? Direction la brigade, avec des interrogatoires qui vont mettre les nerfs des enquêteurs à rude épreuve. Allez. C'est Olivier qui va être auditionné en premier. Il lui est reproché d'avoir volé 300 € à une veuve de 83 ans en se faisant passer pour un policier. Une affaire qui pourrait en cacher d'autres. C'est lors de la garde à vue que tout va se jouer. Une audition comme une partie de poker. Les gendarmes n'ont qu'un seul atout dans la manche que le suspect ignore. 2 témoins qui l'ont reconnu ainsi que son complice. Donc le 4 octobre 2013, une personne âgée a été victime d'un vol avec 3 circonstances aggravantes sur la commune de Saint-Médard-en-Jalles. Est-ce que tu peux avoir une relation directe avec ces faits? Pas du tout. Comment peux-tu expliquer que des témoins te reconnaissent? Bonne question. Ça me demande comment ils font pour voir quelqu'un qui n'y est pas sur le lieu. Comment ils confondent les gens pour accuser des gens à tort. Romuald va alors sortir sa carte maîtresse. La photo qui est à l'origine de l'interpellation d'Olivier. C'est à partir de ce cliché que les 2 témoins l'ont identifié. Je vais te présenter un cliché photographique issu d'un tapissage. Ce cliché est numéro T7. D'accord? Je te demande si tu vas savoir de qui il s'agit. Est-ce que tu le connais, le 7 là? C'est moi, ça. Olivier se reconnaît sur cette vieille photo, mais depuis, il a changé. Il y a pas longtemps, je me suis coupé les cheveux là. T'aimes bien avoir les cheveux courts? Ouais. J'aime bien les cheveux longs, maintenant. Ça m'insupporte. Donc le témoin qui a été entendu reconnaît formellement cet individu numéro T7 comme étant un des individus se trouvant à proximité du lieu des faits. Moi, je suis formellement que c'est pas moi. Décidément, le suspect qui est passé chez le coiffeur a réponse à tout. Il campe sur ses positions, aucune implication dans le vol. Les heures défilent, Romuald est dans l'impasse. Le gendarme envisage alors une solution.
Je te laisse là 2 minutes, je vais juste voir un truc sur une pièce de procédure. En fait, Romuald s'entretient avec Marc sur son idée. Il veut faire identifier Olivier avec sa nouvelle coupe de cheveux par le couple qu'il a reconnu. Un ultime tapissage. Marc est d'accord, alors comme c'est l'usage, Romuald photographie le suspect. Puis il transmet ses documents à ses collègues dans la pièce voisine. Alerté par Romuald, qui n'arrive pas à obtenir des aveux, Cyril est parti en urgence chercher les 2 témoins. Le couple qui a formellement reconnu sur photo les 2 suspects. C'est l'heure de vérité. Tout repose désormais sur eux. Vont-ils identifier Olivier avec son crâne rasé ou non? Me dire ce que vous en pensez de cette planche. Allez, et rien que pour vous, je l'ai faite en couleur en plus. Alors, prenez votre temps, vous regardez, vous tournez les pages, sauf vous ne tournez pas plus loin que celle-là. Moi, le 7, ce qui me chiffonne, il était comme ça. Hein. Enfin, si tu veux, c'était ça. Oui. Pourquoi pas, hein. Mais il n'avait pas de moustache. Catastrophe. Les 2 témoins ne reconnaissent plus du tout Olivier avec sa coupe New Look. Et le 13. Ah oui. Non. C'est pas ça. Ils désignent même des gens qui n'ont rien à voir. L'enquêteur propose donc une photo agrandie d'Olivier avec sa nouvelle coiffure sur son ordinateur. Même en gros plan, pas de certitude. Puis c'est la photo de David. Ah, alors ça c'est le premier. Pour vous, le numéro 3, il y est. Le numéro 16, non. Il y avait un doute. Elle ne reconnaît pas du tout. Non. Plus qu'un suspect sur 2 identifié. La mémoire des témoins qui flanche. Pour Romuald, c'est une très mauvaise nouvelle. La dame là, qui est le témoin des faits avait reconnu 2 individus. Voilà. Dans la première audition, la première planche photo qui lui avait été présentée, elle reconnaissait celui-là, le numéro 16, qui est celui que j'ai en garde à vue aujourd'hui. Et là, dans la deuxième planche photo, elle ne reconnaît pas. Elle reconnaît que celui-là. Celui qui est en garde à vue avec Cyril. Donc ça m'embête un peu, quoi. Ça me pose problème. Voilà. Désormais, tout va dépendre de l'audition menée par Cyril. Face à lui, David, un homme qui a du tempérament et qui ne répète qu'une seule phrase. Je te jure, à la tête de mes enfants, c'est pas moi ce que tu me dis. Policier, tout ce qui s'ensuit, mais t'imagines, ça risque 15 ans de prison. Non. Non. Mais non. On va lancer 1 minute. C'est dit. Réunion et tout ce qui s'ensuit. Mais oui, mais le code pénal, il dit pas 15 ans. Bon, on va dire 5 ans, 6 ans, tu crois faire en prison pour 3 sous. Rien à faire. Comme son ami Olivier, David assure qu'il est innocent. La situation semble bloquée. C'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi, c'est pas moi. Tu pourras faire ce que tu veux. Ce que tu veux. Tu feras bien que c'est moi, parce que c'est pas moi. Allez, je prends ta place. Pour tenter de faire avouer le suspect, Cyril cède sa place à Marc. Il connaît très bien David, lui seul pourrait le faire craquer. Okay. Or, il faut absolument des aveux, sinon l'accusation s'écroule. Pourquoi tu m'avoues pas ce que t'as fait là? Non, j'ai rien fait du tout là. Là, ce que je veux pas mettre, c'est Pourquoi? Non, ce que je veux pas dire, c'est moi que c'est pas moi. Pourquoi une personne qui ne te connaît ni d'Adam... C'est des monteurs. Mais pourquoi? Quel est son intérêt? Quel est son intérêt? C'est quoi son intérêt? C'est pas vrai. Mais c'est quoi son intérêt? Je te promets que c'est pas vrai, moi. Tiens, elle s'est levée ce matin, tiens, voilà, lui, je vais dire qu'il est là. C'est ce qui s'est passé, moi, je te dis. Mets-moi ta tapissage, fais-les venir. Prends ton téléphone, appelle-les, fais-moi mettre ton tapissage. On va voir si j'ai mon connaisse. C'est pas vrai, mon connaisse pas, c'est pas vrai. C'est pas vrai, c'est pas possible. Mais pourquoi? Parce que c'est pas moi, j'ai rien fait. Non, ça va pas, non. Faut arrêter. La gendarmerie, c'est bien beau, mais oh. Faut arrêter vos délires. Pourquoi tu nies l'évidence? Il n'y a pas d'évidence, j'ai rien fait. J'ai rien fait du tout. Alors que vont faire les gendarmes? Confronter le suspect au couple, comme le veut David? Et si les témoins oculaires s'étaient trompés? Malgré eux, les enquêteurs sont confrontés à un dilemme, mais il faut trancher vite. Comme depuis le départ, on était sans aucun élément matériel, si ce n'est que la reconnaissance d'un témoin de l'établissement du portrait robot, plus la reconnaissance sur photo. La parole de l'un contre la parole de l'autre, c'est pas assez solide pour emmener les personnes devant un tribunal, pour espérer essayer d'avoir une condamnation pour les faits. Donc, comme on n'a pas de reconnaissance, comme on n'a pas de résultats probants au cours de l'audition, j'attends le procureur de la République pour faire le compte-rendu et on s'oriente tout droit vers une remise en liberté. Maintenant, bon, derrière, il y a quand même de grosses quantités
produits stupéfiants trouvés. Donc derrière, il y aura très certainement peut-être des poursuites sur des éléments matériels purs qui ont été découverts, mais pas dans le cadre de notre affaire. Donc voilà, on n'avait pas beaucoup d'éléments, on a joué toutes nos cartes, même en essayant de les garder au mieux. Mais bon, on ne peut pas toujours gagner, malheureusement. La remise en liberté des 2 suspects soupçonnés d'avoir volé une vieille dame. Les gendarmes ne peuvent pas faire autrement. Moralité, dans une enquête, on ne peut pas compter uniquement sur des témoins oculaires. C'est trop fragile. David, lui, a senti que les choses tournaient à son avantage. Il est donc détendu et impertinent. David peut plaisanter. Non seulement il récupère sa liberté, mais également son arme. Hors d'usage, après examen. Tout sourire, l'homme quitte la pièce. Allez, non mais pas la prochaine fois. Bon, mais ça se fait, la gendarmerie a bien fait son travail. Au revoir. Si David est remis en liberté, Olivier, lui, risque d'être poursuivi pour trafic de stupéfiants. Dans la région de Bordeaux, la lutte contre les cambriolages se poursuit. Dans moins d'1 cas sur 5, ce genre de dossier est élucidé.